on va s'attaquer à lutter contre la pauvreté avec nos pauvres moyens, tout simplement. Alors, on va commencer par... On va commencer par quoi? Alors ça, je ne sais pas si c'est mondial. C'est mondial ou pas mondial. Écoutez, vous savez quoi? À mon avis, c'est plutôt mondial. C'est plutôt à l'international. Mais on va quand même lire. Et puis, on verra bien ce qu'on en fait. C'est pas bien grave. Lutter contre la pauvreté. Que nous apportent les expériences de terrain? Le regain d'intérêt pour une approche terrain des politiques de lutte contre la pauvreté enrichit la connaissance des économistes sur la pauvreté dans ses diverses dimensions. Elle apporte un fondement aux politiques dit bottoms-up qui tient compte du point de vue des populations et des territoires. Ce billet présente quelques initiatives récentes et interroge sur la manière dont l'approche du terrain répond au principe de justice sociale. On est sur un billet de décembre 2019, donc on va voir. On va voir ce qu'on nous dit. Le prix Nobel d'économie de l'année 2019, attribué à Abhijit Banerjee, à Esther Duflo et à Michael Kremer, a récompensé des travaux consacrés aux politiques de lutte contre la pauvreté à partir d'investigations des terrains, au plus proche des personnes auxquelles les décideurs publics souhaitent apporter une aide. Ces trois auteurs ont notamment introduit en économie du développement les techniques des expériences contrôlées aléatoires. Apparues initialement en psychologie, puis diffusées en agriculture, en médecine, elles permettent d'évaluer les effets bénéfiques et néfastes d'une politique publique. Cette récompense est encouragée pour les chercheurs et décideurs dont les analyses privilégient une démarche empirico-inductive, donc sur le terrain, voilà, l'empirique, les faits, le matériel, quoi, le fait de... Voilà, et l'induction, voilà. Hein. Une démarche empirico-inductive comme préalable à toute analyse théorique des politiques de lutte contre la pauvreté, reposant sur le vécu concret des personnes pauvres. La nouveauté de la démarche est que les analyses ne portent plus seulement sur l'objet, donc la pauvreté, mais sur l'étude du vécu des milliers de personnes en situation de pauvreté. Ce faisant, l'économiste se comporte comme l'archéologue, le sociologue ou l'ethnologue. L'enjeu s'étend au-delà du champ de l'économie expérimentale. Voilà, on n'est plus dans un bureau en train de réfléchir à comment lutter contre la pauvreté. Alors attention, en économie, il faut faire ça pour lutter contre la pauvreté. Et ça devrait faire ça, etc. Non, là, on est sur le terrain, on parle avec les gens, on demande quel est leur ressenti, comment ils le vivent au quotidien, qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour avoir moins de galères dans la vie de tous les jours, etc. etc. En tout cas, c'est la tentative qui est faite en ce moment, alors depuis 2019, même un peu avant du coup, puisque ça c'est juste 2019 le prix Nobel, mais avant il y a eu du travail en amont évidemment. Il concerne d'abord le domaine des statistiques, où une nouvelle mesure de la pauvreté multidimensionnelle est aujourd'hui proposée en se fondant sur le vécu des centaines de personnes pauvres. Bon, il faudrait des milliers, hein, même. En exploitant les travaux de terrain menés depuis 2016 par l'OCDE, ATD Carmonde et l'Université d'Oxford dans 6 pays, Bangladesh, Bolivie, États-Unis, France, Royaume-Uni, Tanzanie, cet indicateur comporte 4 dimensions. La première regroupe des variables décrivant le cœur de l'expérience de pauvreté et est liée à la dépossession du pouvoir d'agir, si l'on préfère l'absence d'opportunité. La seconde regroupe des variables liées aux dynamiques relationnelles, maltraitance sociale, institutionnelle, ainsi que contributions non reconnues. Je ferai des commentaires plus tard. La troisième dimension porte sur les privations, le manque de travail décent, les privations matérielles, le revenu précaire, etc. etc. Et la quatrième dimension regroupe les modificateurs, parmi lesquels les croyances culturelles et environnements politiques. Ce nouvel indicateur subjectif complète l'indice de pauvreté multidimensionnel, donc IPM, proposé par l'ONU dans son rapport sur le développement humain en 2015. La démarche
empirico-inductives inspirent également les stratégies bottoms-up de lutte contre la pauvreté visant à rendre les politiques publiques plus inclusives. Par exemple, dans les pays développés, certaines politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion s'appuient sur une segmentation des marchés du travail fondée sur le profilage des demandeurs d'emploi et ciblant les chômeurs de longue durée qui ont une faible probabilité de retrouver un emploi sur les marchés du travail classiques. Ce type de politique a été en vogue à partir des années 90 aux États-Unis, en Angleterre, en Australie et dans les pays d'Europe du Nord, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Un exemple récent en France est l'expérience pilote Territoire zéro chômeur de longue durée, votée par le Parlement en 2016. Des entreprises à but d'emploi EBE embauchent sur les territoires identifiés et des travailleurs pour produire des biens et des services non produits par les marchés du travail habituels. Par exemple, services à vocation sociale et environnementale. Les contrats sont à durée indéterminée, les travailleurs sont payés au niveau du SMIC et les entreprises ont vocation à réaliser des profits. Ah bon? Ah, ok. Au niveau macroéconomique, ces politiques sont inclusives pour le territoire, pour les individus et associent lutte contre la précarité et l'optimisation du coût social de la pauvreté en réduisant les dépenses de protection sociale, primes et allocations liées à l'aide sociale. Putain, ils m'ont perdu avec leur lutte de la lutte. La lutte de la lutte avec votre lutte. Alors ça, ces entreprises à but d'emploi, elles doivent être rentables. C'était parlé là de entreprises à vocation de réaliser des profits, il me semblait pas. Justement, il me semblait qu'on avait vu... on en avait un peu discuté la dernière fois. On avait vu des gens qui travaillaient du coup par exemple à réparer un vélo dans ces emplois-là. Et leur but était concrètement de rendre service aux gens et de créer des emplois à une entreprise où il manquait clairement ce genre de choses. Ce qui fait que les gens qui avaient des vélos et qui ne pouvaient pas les réparer parce qu'il manquait de l'emploi, on créait de l'emploi directement financé par la mairie, par l'agglo, par je sais pas quoi. Mais au lieu que ce soit une entreprise qui essaye de s'implanter, de s'installer doucement, qui au début a engendré une dette pour avoir des locaux, pour avoir du matériel, etc. Puis ensuite de trouver de la clientèle, puis ensuite de devenir rentable, etc. Et ça pouvait prendre très longtemps et des fois ça tenait pas. Voilà. Bah, il y a toujours cette histoire de vocation à but de profit, mais pourquoi pas. Bon. Voyons voir. Alors, pour motiver le caractère primordial des expériences de terrain dans l'analyse économique de la pauvreté, Banerjee et Duflo avancent l'argument suivant dans leur livre « Repenser la pauvreté » traduit en 2012 aux éditions du Seuil. Il s'agit de savoir ce que la vie et les choix des pauvres nous apprennent quant à la façon dont il faut mener la lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Dans le contexte actuel, où la pauvreté et les inégalités sont de nouveau en train d'augmenter et où les sociétés subissent des mutations technologiques importantes, on ne peut pas manquer d'avoir une réflexion sur le rôle que jouera à l'avenir le travail sur les parcours d'exclusion, les trappes à inactivité et les phénomènes de récidive caractérisant ceux qui sortent un temps des situations de précarité puis y retournent. Le vécu des personnes en situation de pauvreté laisse penser que le travail n'est pas un service comme les autres. Dans les analyses économiques, il s'agit d'un service dont les employeurs et ceux qu'ils emploient retirent un revenu. Du côté des entreprises, on loue des services de travail, de travailleurs pour obtenir un profit. Et du côté des employés, on obtient un salaire en guise de rémunération. Cependant, lorsqu'un nombre non négligeable de personnes est au chômage, que celles-ci ne touchent pas de salaire décent, ont des emplois précaires en raison de la fragmentation du travail, et que la société s'accorde sur le fait que le travail est au cœur du contrat social, le travail devrait être rangé dans la catégorie des biens premiers au sens de Raoul. La privatisation de ces biens met en cause la survie de société des individus. La privation de travail qui accompagne la pauvreté est très souvent corrélée avec les situations de privation matérielle, d'illettrisme, d'isolement social, ainsi que des situations d'inégalité d'opportunité.
Alors, parce qu'il s'agit d'un bien premier, le rendement des politiques de lutte contre la pauvreté ne devrait pas être évalué à l'aune exclusive d'un prix de marché. Le rendement social dont les bénéfices apparaissent sur le moyen terme est tout aussi important. C'est le cas par exemple lorsque les expérimentations sur le terrain permettent d'associer le recul de la pauvreté et la réhabilitation des espaces géographiques en évitant aux individus et aux espaces géographiques de cumuler sur plusieurs générations une dépréciation du capital humain. Les recherches de terrain qui s'étendent au-delà des expériences randomisées montrent l'existence d'une corrélation entre inégalité sociale et pauvreté dans les pays riches et dans les pays pauvres. Mais on n'éradiquera pas la pauvreté à partir des politiques exclusivement redistributives, en taxant lourdement les plus riches. La solution n'est pas seulement ex post, par une redistribution une fois la production de richesse réalisée, mais en ex ante, par l'établissement de principes d'évaluation du bien-être social, tenant compte de la position des individus dans l'accès aux biens et services premiers. Un salaire, un emploi décent, des conditions de vie décentes. Accès à des services de soins, d'éducation de bonne qualité, des logements décents, une équité dans l'accès aux services de la justice. Et aujourd'hui, les luttes contre l'illettrisme numérique et les discriminations liées au genre, ainsi que la recherche de procédures des choix collectifs plus inclusives. Il ne s'agit pas là de principes idéologiques, mais éthiques, au sens des théories de la justice sociale, notamment de Raoul et de Sen. Or, la réalité du terrain suggère qu'une partie de la plus grande pauvreté est peut-être liée aux inégalités dans l'accès à ces biens et services premiers. En effet, ces dernières décennies, la tendance a été celle d'une plus grande fragmentation des marchés du travail au niveau mondial, d'une nucléarisation du travail et d'un retour de la rémunération à la tâche favorisée par l'ubérisation des économies, une accentuation de la ségrégation spatiale de l'habitat due à la spéculation foncière. Ce phénomène étant observé sur l'ensemble du globe, de la dégradation des services d'éducation dans certains pays pauvres de la planète. Je continue, puis on fera un résumé de tout ça. Si les expériences de terrain connaissent depuis quelques années un engouement auprès des économistes du développement ou de ceux qui travaillent sur les inégalités et la pauvreté, cette approche comporte cependant plusieurs écueils à éviter. La première est de penser que l'on aboutira à une vue plus juste de ce qu'est la pauvreté à partir de critères subjectifs issus de données déclaratives de ce qu'est la qualité de vie. On retrouve ici un vieux dilemme des théories de la justice sociale, entre les approches welfaristes et les approches du bien premier de Raoul et des capabilités d'Amartya Sen. Nos sociétés ne pourront pas éviter un débat sur ce que nous choisissons collectivement et objectivement, c'est-à-dire selon des principes éthiques, de considérer comme des biens et des services premiers au-delà des expériences individuelles. La seconde difficulté à surmonter concerne les expériences aléatoires. Elles ne permettent pas de construire des théories générales. Or, les économistes qui ont recours à l'économie expérimentale pour tester des stratégies de lutte contre la pauvreté doivent lutter contre la tentation forte, à savoir la recherche de consensus. Ce serait oublier que les réactions à des incitations varient d'un groupe d'individus à l'autre. Les résultats tirés des expériences aléatoires ne permettent pas de formuler des hypothèses microéconomiques qui serviraient de fondement aux politiques de lutte contre la pauvreté conçues au niveau macroéconomique. Déjà, on a des économistes qui s'appuient un peu plus sur les sciences sociologiques, peut-être un peu de psycho, peut-être un peu de psycho, mais surtout sociologique, qui va sur le terrain, auprès des personnes en situation de précarité ou pauvres, ou voilà, tout ça, d'aller voir un peu comment ils vivent la pauvreté, qu'est-ce que ça produit la pauvreté, quelles sont les attentes peut-être pour sortir de la pauvreté. On fait un peu de statistiques, un peu de de terrain, quoi. On va sur le terrain, on observe tout ça. On prend un peu les données
tous les pays dans le monde, donc que ce soit des pays pauvres ou des pays plutôt riches justement, pour voir un petit peu pourquoi il y a un creusement d'inégalités, pourquoi il y a plus de précarité et de pauvreté qui s'installe. Comment on fait pour lutter donc donc il y a un truc bottoms up, alors je sais plus la stratégie bottoms up, mais en gros c'est tirer vers le haut, tirer ceux qui sont en bas vers le haut, ce qui est plutôt logique, mais on avait des stratégies différentes. Là on est sur l'empirique, on va sur le terrain, etc. Et donc ils vont s'appuyer sur quatre points. Donc le point qu'on a vu, donc la dépossession de pouvoir, hein, quand vous êtes pauvre, vous êtes perdu face à vous-même, vous êtes seul face à une société qui vous écrase, vous n'avez plus aucune solution, vous ne trouvez plus de solution possible. Bref, vous êtes dans un état où vous êtes dépossédé d'un pouvoir d'action, on va vous... Comment dire ? On va vous basculer à droite, à gauche, pour essayer de trouver des solutions, mais vous n'êtes plus vraiment acteur de ce que vous voulez, on vous impose des trucs, etc. Voilà, c'est un peu... Et ça crée un sentiment, voilà, on a même plus envie de participer au jeu, parce que, en fait... on doit juste obéir sagement pour régler notre pauvreté, mais on ne prend plus en compte notre situation, on n'a plus aucune solution, on n'a pas de réseau, on ne sait pas vers qui s'adresser, etc., etc. On se retrouve dans cette façon, voilà, c'est ça la dépossession un peu du truc. Ensuite, il y avait le second critère qui était important, c'était les dynamiques relationnelles. Donc là, c'est un peu ce que je viens de dire, mais j'ai un peu mélangé les deux. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la maltraitance sociale et institutionnelle. C'est-à-dire que l'institution vous déconsidère. Alors, soit on passe par ce côté un peu, vous savez, à la télé, les pauvres sont des pauvres, c'est de leur faute, ils n'ont pas bien travaillé, etc., etc. J'arrive pas à trouver un juste équilibre pour la musique, là. Voilà, vous êtes responsable de votre misère. Voilà, on vous dit ça, et puis quand vous êtes dans les institutions, en fait, on vous prend pas en compte, on s'intéresse pas à qui vous êtes, on s'en fout de vos projets, on vous impose une façon de faire, etc. Et vous devez signer des papiers, machin, et on vous fait bien comprendre que si vous faites pas la chose, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui a à régler. C'est un point important. Et puis aussi, on reconnaît pas que ce que vous faites à côté, que ça soit... vous avez un emploi précaire qui vous donne pas beaucoup d'argent, on considère que c'est pas un emploi, c'est pas un vrai travail, donc il faut aller travailler, machin, on s'en fout de ce que vous faites. Votre contribution à la société n'a pas de valeur à leurs yeux, et puis du coup, ça vous renforce encore plus dans cette dépossession de pouvoir d'agir, parce que ce que vous faites n'a pas de valeur, donc vous n'avez pas envie de le faire, puisque personne ne veut reconnaître votre truc, puis vous enfermez un peu dans la pauvreté. Ensuite... la troisième dimension, on avait dit, c'était donc sur la privation. Donc, vous mangez moins, vous achetez pas de matériel, vous vous retenez, etc. Alors, on peut tomber dans l'excès inverse. Hein, on peut aller dans des crédits à la consommation où les banques vont vous exploiter, vous faire des crédits pour que vous puissiez vivre, et puis après vous demandez de l'argent, puis ensuite vous allez être dans le rouge, puis ensuite on vous fait des ajouts, etc. Et puis vous enfoncez dans une spirale qui fait que ça peut être catastrophique, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la privation ? Effectivement, si vous avez un revenu précaire parce que vous avez un job qui n'est pas reconnu correctement et qu'on ne vous paye pas pour ça, ou que vous êtes à mi-temps, ou que vous êtes même à quart-temps, ou j'en sais rien, ou que vous êtes ubérisé et que vous n'avez pas la force, la santé pour travailler plus, vous vous retrouvez avec des salaires de misère, vous n'avez rien pour acheter, vous devez faire un choix sur ce que vous achetez, etc. Pareil, on vous propose des emplois qui sont injustes et qui sont mal payés, qui sont payés en dessous du SMIC, qui sont... là, on parle de la France, mais ça ne touche pas que la France. Il y a des pays où vous avez des emplois 0 heure. Donc, en gros, vous allez subir l'emploi et vous devez être disponible quand on vous appelle. Mais si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas payé. Et puis voilà. Donc, le fait de vous rendre disponible n'est pas un travail en soi.
n'est pas reconnu et donc vous n'êtes pas payé pour ça. Par contre, vous êtes payé à la tâche, quoi. Donc dès qu'il y a une tâche, hop, on va vous faire payer, mais vous pouvez pas gagner votre vie comme ça, quoi. Et en plus, vous allez être dépendant. Alors soit vous avez plusieurs contrats 0 heure ou machin. Il y a ce genre de stratégie en Angleterre, etc. La quatrième dimension, on a dit, c'était modificateur. Alors ça, j'avoue, j'ai un peu perdu. Parmi lesquels les croyances culturelles et l'environnement politique. Là, je sais pas trop quoi en dire là-dessus. Si vous avez compris ce que c'était ça, n'hésitez pas. Donc là, après, il s'appuyait sur les années 90 dans les pays plutôt riches pour voir comment on avait lutté un peu contre la pauvreté, etc. Alors moi, c'est la partie un peu qui m'a un peu crispé, avec l'histoire de profilage des demandeurs d'emploi, ciblant les chômeurs de longue durée qui ont une faible probabilité. Alors c'est bien d'essayer d'aller vers ceux qui ont le plus de mal, ceux qui ont le plus de difficultés, ceux pour qui la pauvreté dure plus longtemps, la précarité, etc. Mais il y a aussi ce côté... comment dire, il y a ce qu'on affiche en vitrine en disant, voilà, on lutte contre la pauvreté, on s'occupe des plus précaires, machin. Mais la réalité, c'est si vous êtes depuis plus longtemps dans la pauvreté, on va pas aller vers vous pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette pauvreté. Mais on va plutôt vous dire, ah, vous faites pas des efforts. Donc on va faire le côté paternaliste et vous pousser à faire des trucs. Et ne prenant pas en compte votre situation, vos projets, etc., on va vous imposer des choses. On est omnubilé par ce contrat social qui considère que le travail... En fait, le travail n'est pas, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, n'est pas quelque chose qui est un bien, un dû pour tout le monde, etc. C'est une contrainte. Dans notre société, c'est pensé comme une contrainte. Vous devez travailler sous contrainte pour avoir le droit d'avoir votre salaire, etc. Et ça, le truc qu'on a lu, c'est plutôt justement dans ce truc-là, même si on essaye un peu de réfléchir un peu autrement, ça reste dans le cadre de ce contrat social qui stipule qu'il faut travailler pour mériter de vivre, d'avoir de l'argent, etc. Donc là, on est sur ce truc-là, qui, moi, me pose un peu problème, clairement. Parce que on voit bien que c'est un problème aujourd'hui qui a un vrai problème en fait dans le travail, quoi, dans la considération. En plus on mélange emploi, travail. Et beaucoup de gens, hein. Et même quand on réfléchit, même en dehors de ça, on a cette idée de quand même il faudrait repenser le travail, machin et tout. Mais le lendemain, on repart comme si de rien n'était, toujours. On ne change pas notre réalité. Et puis la réalité autour de nous, donc la société, comme elle fonctionne, ne change pas autour de nous non plus. Donc on subit. On subit, puis on se tait. Et puis des fois, on dit une phrase ou deux, on repense le truc en se disant que peut-être qu'il faudrait voir ça. Il faudrait qu'on voie autrement le travail, je ne sais pas. Et puis finalement, on le fait pas. Puis on le fait jamais. Voilà. Ça, c'est un truc sur lequel peut-être il serait intéressant peut-être d'y réfléchir. De revoir un peu comment on fonctionne. Comment on calcule l'économie. Est-ce que c'est vraiment pertinent de dire que le niveau économique augmente quand on augmente notre économie sur de la destruction, sur de la pollution, sur ce genre de choses. Il faut travailler fois 1000. La vie médiatique, les gens, la culpabilisation. L'ex-Calvin travaille à laisser pousser les ongles des doigts de pied. Il y avait donc la privation des biens, qui était un vrai problème, privation des biens des individus. Donc les individus les plus précaires, finalement, ont un accès à un logement délabré ou trop petit, ou etc. On a une difficulté à avoir de la nourriture, à avoir 3 repas par jour, des privations matérielles, et parfois on va se dire, bon, je coupe... on reprend le cas de la dame qui était présentée là, il y a 2 semaines, dont j'ai mis la rediffusion sur Blast, qui avait eu une fille qui était enceinte et qui pouvait pas travailler, et elle avait fait un prêt auprès de sa banque, etc. Elle avait coupé internet, et comme il y avait eu le Covid, sans internet ça veut dire pas de cours en ligne, parce que les cours en ce moment fonctionnaient en ligne. Donc ils allaient dans
dans un cybercafé pour aller faire un cours, mais ils n'avaient pas beaucoup de temps parce que ça coûte cher. Donc ils faisaient 1 heure ou 2 avec le professeur. Ils allaient suivre un cours, 1 heure ou 2 dans la semaine, au lieu de devoir suivre régulièrement le cours parce qu'ils n'avaient plus internet à cause de ces problèmes-là. On a... moi, je vous parle de logement insalubre parce que moi, j'ai eu droit à des dégâts des eaux et j'ai pas un accès, par exemple, à la justice parce qu'ils en parlent aussi de l'accès à la justice. J'ai pas cet accès à la justice. Elle est compliquée à mettre en place. Voilà, on se retrouve dans cette situation-là où tu payes 300, puis en plus, pour régler le problème, ça peut prendre des années, donc forcément, t'as ça. Puis t'as les barrières administratives qui, au bout d'un moment, te font lâcher le truc, mais t'abandonnes en fait. Et donc, cet accès à la justice, moi, je pense qu'un jour, le manque d'accès à la justice va finir par faire exploser, la société et le fonctionnement social, parce que, en fait, on va se retrouver avec des gens qui en ont marre d'être pris pour des cons, qui n'ont pas accès à la justice quand on vient abuser sur eux. Donc abuser, comme je dis, on répare pas, on laisse les logements insalubres. Ces gens-là gagnent de l'argent sur votre dos, mais vous pouvez rien faire contre eux. Vous retrouvez, moi je prends mon cas particulier, mais il y a des cas pour plein de trucs où la justice n'est jamais utilisable par les plus précaires, les plus pauvres. Et on se retrouve avec des situations où les gens vont péter un câble. Et ils vont faire justice eux-mêmes, puisque la justice ne fonctionne pas. Et faire la justice soi-même, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, et pour le coup, en fait, voilà, la justice c'est trop long, c'est pas bien doté, etc., etc. Donc les gens, ils se disent, moi je veux que ça soit moins long, donc je vais régler mon problème tout seul. J'ai pas besoin de passer par un tiers, donc je vais prendre tel ou tel truc, faire des menaces, ou prendre une arme, ou frapper, ou j'en sais rien. Et puis voilà, c'est instantané, le problème est pas forcément réglé, ou ça peut le régler, ou ça peut amener d'autres problèmes, hein, évidemment. Tu peux te retrouver là face vraiment à la justice qui cette fois-ci va réagir très vite et être coercitif parce que le mec a pété un câble parce qu'il en avait marre d'être pris pour un con, et lui va se retrouver tout de suite vers la justice et tout de suite en prison, quoi. On va se retrouver dans certaines situations. Ah oui, il y avait une idée de lutter contre la pauvreté d'une façon un peu plus intelligente, qui disait que on va créer j'en sais rien moi, un emploi où les gens ont cette motivation à travailler, donc par exemple par réaménagement urbain, à préservation de la nature, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Et en gros, on va utiliser ce machin là pour se dire, bon, concrètement, il faudrait que maintenant on mette les gens bien, que les gens gagnent de l'argent en travaillant sur ces compétences là, et en plus ça nous apporte le fait d'un bénéfice géographique. On va pas détruire un marais, on va pas détruire tel truc, on va pas polluer plus que nécessaire, on va essayer de faire peut-être des actions un peu plus écologiques. Il y a un peu ce sentiment-là dans ce paragraphe-là. Ils ont déduit que les inégalités, ça provoquait la pauvreté. C'est bien, c'est très intelligent. Alors là, ils parlent plus d'une corrélation, mais ils sont gentils quand ils disent corrélation, parce que concrètement, quand tu as une masse d'argent, par exemple, je sais pas moi, 1 milliard, on va dire 100 milliards. On va dire 100 milliards. Admettons, et plus grand, on va augmenter le taux de masse monétaire, donc on va passer de 100 milliards à 120 milliards, ok, admettons. Mais ces 20 milliards, est-ce qu'ils vont aller dans la poche des plus pauvres ou est-ce qu'ils vont aller dans la poche des plus riches? Et en fait, vous avez un processus où en fait, vous avez par exemple 80% qui appartient aux plus riches et 20% qui appartiennent aux plus pauvres, au reste de la population. Vous allez monter comme ça, vous allez passer à 120 milliards. Donc normalement, en toute logique, vous avez sur les 120 milliards, que je dise pas de conneries. Si on met toujours les 80%, donc les riches vont absorber 96 milliards au lieu de 80, donc déjà il y a une augmentation assez fulgurante. Et puis les plus pauvres, eux, ils vont avoir les 20%, donc ils vont avoir 24 au lieu de 20. Donc eux vont gagner que 4 milliards, tandis que les plus riches vont gagner 16 milliards. Donc déjà, il y a une grosse différence d'inégalité. Mais là, en fait, le problème, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que si par exemple, on est sur un truc qui reste à peu près stable, vous avez, admettons, sur les 96 milliards, en fait, vous avez les plus riches qui ont gagné encore 4 milliards dessus. Donc il y a le fait de l'inflation, mais il y a aussi le fait d'une absorption de l'argent des plus pauvres. Donc en fait, sur les 20 milliards, on aurait dû passer par exemple à 24 milliards pour les plus pauvres.
on se retrouve finalement toujours à 20 milliards, ou par exemple à... Là j'étais méchant, ils ont pris 4 milliards les riches, bon voilà, admettons ils ont pris 3 milliards au lieu de 4 milliards. Ça fait qu'il y a une augmentation de 1 milliard, mais dans l'inégalité, vous êtes... du fait de l'inflation, vous êtes plus pauvre en fait avec vos 21 milliards. Non seulement vous êtes plus pauvre parce qu'il y a l'inflation, mais vous êtes aussi plus pauvre parce que en fait les riches ont absorbé une partie de votre argent qui aurait dû être dans vos poches. Et donc même avec cette augmentation de taille du gâteau, parce que c'était souvent l'analogie qui était prise, c'est les plus riches permettent de faire grossir le gâteau, donc ça profite à tout le monde, sauf qu'aujourd'hui c'est plus le cas du tout. Et on voit l'augmentation encore régulièrement, là, le prix du gaz qui a augmenté, le prix de l'électricité, le prix de la bouffe, le prix de ça. Et à côté de ça, le SMIC qui a augmenté de seulement 35 €. Ben, en fait, vous perdez. Quand on vous donne 35 €, vous perdez de l'argent. Vous ne gagnez pas de l'argent. Parce que ces 35 €, en fait... Alors déjà, il y a une partie qui va partir dans les cotisations, mais comme on est en train de détruire la cotisation sociale, les droits qui vont avec de plus en plus... Non seulement votre cotisation, elle ne sert même plus à faire ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire vous donner le droit à du soin gratuit, etc., parce que vous avez cotisé pour ça, mais en plus, vous n'avez plus le droit au chômage parce qu'on vous met des conditions exécrables pour l'obtenir, etc., etc. Donc vous perdez objectivement des services sur lesquels avant vous aviez le droit. Et en plus, vous perdez de l'argent concret parce que par rapport à l'inflation, vous avez gagné moins que ce que les augmentations ont fait. Et donc là, pour revenir à ce qu'on disait, il y a vraiment une corrélation, c'est même plus une corrélation, c'est une causalité. C'est-à-dire que quand les riches s'enrichissent, c'est qu'ils prennent une part de l'argent que vous aviez pour se les attribuer à eux. C'est pas ah, le riche devient riche par magie, il devient riche, mais les pauvres ne deviennent pas plus pauvres. Si, en fait si, parce que il y a un vol d'argent, réellement. Quand on fait des exonérations, le prix de l'ISF, etc., sur les plus riches, eux vont avoir des droits en plus, ont déjà des droits en plus, mais on leur offre des droits en plus, le droit de ne pas payer l'ISF, le droit de faire évacuer l'argent dans un autre pays où les taxations sont moins fortes, de leur donner des CICE, de leur donner des machins sans contrat, etc. Donc vous faites peser sur les plus pauvres d'autant plus de choses, puisque les riches ne payent plus cet impôt, il faudra bien compenser par une augmentation de l'impôt général, mais général sans prendre en compte les riches. Les générales, c'est la classe moyenne, c'est les plus pauvres, c'est vous qui allez payer, notamment le Covid, les pertes de vos monsieur, c'est vous qui allez les payer directement, comme avec les banques. Les banques, on a fait payer les plus pauvres, les plus modestes, la classe moyenne. On a fait payer cela pour rembourser la dette qui n'est qu'une erreur, finalement, une mauvaise gestion des plus riches et de ceux qui dirigent. C'est pas les plus pauvres qui sont à la cause de ça, mais c'est eux qui payent bien. Ne fait pas le distinguo entre la reconstruction après une guerre et la paix standard. Les deux sont vus comme de la croissance. Ouais, il y a bien sûr, pour revenir sur le PIB, effectivement, la façon dont on le calcule, c'est une augmentation du PIB si on envoie un salarié casser des cailloux. Je sais plus où j'avais dit ça, je crois que c'était chez toi, Alex. Il dit, on casse un caillou pour ensuite le réparer, puis ensuite le recasser, puis ensuite le réparer, puis le recasser. Mais en fait, si on avait juste besoin de le casser une fois, fallait le casser qu'une seule fois. Donc ça servait à rien de le casser une fois pour avoir un travailleur qui casse, puis un autre travailleur qui répare le caillou, puis un autre travailleur à nouveau qui va venir casser le caillou, puis un autre travailleur machin. Et donc de créer 4 cycles pour avoir un PIB, parce qu'en fait dans le PIB vous allez prendre le cycle 1, donc le cycle 1 c'est casser le caillou, il y a un travailleur qui va être payé pour casser le caillou, puis après vous avez le cycle 2, un deuxième travailleur qui lui va réparer le caillou, donc on additionne ces deux-là, puis ensuite on remet soit le même travailleur, soit un autre travailleur pour casser le caillou, puis ensuite on remet un mec, etc., etc. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Et en fait, on additionne. Le fait de détruire le caillou, qui est l'objectif par exemple, pour faire autre chose, et le fait de le réparer en l'occurrence, là c'est une idée stupide, parce que le but c'était le casser, donc pourquoi le réparer? Mais on le fait en sorte de réparer ce caillou pour créer du travail, pour créer des richesses. Donc du coup, je sais pas, le premier est payé 5 €, le deuxième est payé aussi 5 €, puis ensuite, celui qui retravaille est repayé 5 €, c'est toujours dans le même mois, donc on le compte. Puis après l'autre, il répare encore, et puis un peu, hein.
Donc on arrive à un PIB de 25, alors qu'en fait, avec un PIB de 5, on aurait fait notre objectif. Ça ne sert à rien. Sauf que du coup, si on fait que casser le caillou, si notre objectif c'est casser le caillou, on met une personne pour casser le caillou, mais on a un problème parce qu'on a 3 personnes ou 4 personnes qui ne sont plus dans les processus de casser, réparer, et qui ne touchent pas de revenus. Mais c'est injuste de pas... du coup, on les laisse crever, ces gens-là. Alors, la solution dans la société dans laquelle on est, c'est... Eh ben, ce caillou... il faudrait créer un emploi pour ces gens. Donc, du coup, on crée cette idée de réparer, de casser, ou voilà. Alors là, je prends un exemple absurde. Évidemment, c'est pas toujours aussi absurde, mais c'est souvent absurde en vrai. On crée des tâches, on crée des trucs, on crée des postes de travail inutiles, juste pour qu'il y ait du travail, pour que les gens travaillent, pour que les gens méritent le fait d'avoir de l'argent. Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire que, en fait, notre objectif, c'était de casser le caillou? Alors, soit on répartit le travail et on met ces 4 personnes à casser le caillou, et puis basta. Il y a 4 personnes qui travaillent moins longtemps à casser le caillou. Et on dit, bah voilà, chacun on vous donne 5, voilà, on fait un PIB de 20 au lieu de 5, puisque vous êtes 4 à travailler, et puis c'est plus cher, mais au moins l'objectif c'est fait, et les gens travaillent. Donc ils gagnent de l'argent, donc après ils peuvent le dépenser et vivre décemment. Ou alors, on peut décider de se dire, bah il y a une personne qui casse le caillou, puis les autres on n'en a pas besoin pour casser le caillou, mais ils ont le droit de vivre aussi. Donc on donne de l'argent aux travailleurs qui cassent le caillou, et à ceux qui n'ont pas travaillé. Et puis c'est pas grave, il y aura peut-être d'autres objectifs plus tard, ils feront peut-être d'autres choses, ou peut-être qu'ils vont faire autre chose qui n'est pas de casser le caillou, mais ils font des trucs à côté qui n'est pas forcément inutile non plus. Peut-être qu'ils font des trucs dans leur coin, j'en sais rien, moi ils portent les courses de mamie, voilà, on s'en fout. J'ai envie de vous dire. Bon voilà, c'était mon exemple de caillou, je le reprends parce que c'était ça l'idée, mais on peut envisager le travail autrement, on peut envisager de rémunérer les gens, pas forcément sous condition en fait. Juste que les gens ils aient de l'argent pour vivre parce que on a des besoins naturels de manger, de se loger, d'être vêtu, etc. etc. Aujourd'hui, limite même Internet est devenu un obligatoire. Après bon, ça c'est à revoir avec l'écologie. Est-ce qu'on peut se permettre encore, machin, on verra bien. Mais il faut des gens pour travailler sur la question aussi. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Proverbe à fuir. Alors des avocats, ils tiennent des consultations gratuites. Il y a des maisons de justice et du droit, des points d'accès au droit, des centres départementaux d'accès au droit, des centres d'information pour les droits des femmes, etc. Alors oui, effectivement, Géo, il existe probablement des choses. Mais moi, le con que je suis, qui ne connaît rien au monde extérieur, qui est perdu dans cette société, qui est un pauvre malfamé qui ne mérite pas de vivre, j'ai pas une connaissance de tout ce qui existe dans le monde. Je ne suis qu'un être médiocre sans connaissance. Malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, ça fait partie des problèmes de ce qu'on appelle le non-recours. Le non-recours au droit, le non-recours au droit pour le RSA. Vous voyez bien que déjà, le RSA pour tout le monde, ce n'est pas accessible parce que il faut faire des démarches administratives. On n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie de remplir des documents. De plus en plus, on est dématérialisé, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'accès à des personnes concrètes pour nous aider. Des gens comme moi qui ont beaucoup de mal socialement, c'est déjà très compliqué de prendre des rendez-vous avec des gens, etc. Donc on se retrouve dans des situations où il y a des gens qui n'ont pas accès au droit et on fait, au lieu de régler le problème d'accès au droit par le fait de simplifier l'accès au droit, on crée encore plus de machins pour rediriger vers l'accès au droit. Je dis pas qu'il en faut pas parce que évidemment il y a des trucs sur lesquels il faut un peu de contrôle, peut-être. Il y a des trucs sur lesquels, effectivement, il faut un peu d'accompagnement, etc. Parce que c'est pas non plus machin. Et peut-être que ça pourrait aussi se faire dans l'éducation. Hein, éduquer de tout ce qui existe en termes de droit. Il y a beaucoup de choses. Alors peut-être que tout, c'est peut-être compliqué, mais au moins de trouver comment se renseigner, vers qui aller, si on a besoin de renseignements, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec tout ça, en fait. Et qui n'ont pas ces accès. C'est pareil au travail, hein. C'est pas aussi simple de faire valoir ses droits. Par exemple, quand vous bossez dans un truc et que vous vous sentez harcelé, poussé à bout, etc. Ben vous êtes peut-être... Enfin, de mon point de vue, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment légitime d'aller en justice? Quel problème ça va me poser si moi je vais en justice alors que je travaille dans ces trucs-là? Comment on va me percevoir? Est-ce qu'on va pas me harceler encore plus? Est-ce qu'on va pas me pousser à bout encore plus? Est-ce qu'on va pas trouver des moyens pour me faire dégager ou je sais pas quoi?
Et on se retrouve dans une difficulté à saisir la justice pour avoir justice face à des gens qui abusent sur votre personne en fait. C'est pas aussi simple de la justice existe, on peut la saisir, le problème va être réglé. Ça marche pas. Ça existait au 19e siècle, c'est le principe des ateliers nationaux. Les ateliers nationaux étaient une organisation destinée à fournir du travail aux chômeurs parisiens. Après la révolution de 1848, l'État intervenait directement en fournissant, en organisant et en payant le travail. Cette expérience sociale a duré à peine 3 mois, mars-juin 48. Pourquoi ça n'a pas été renouvelé, nous ne savons pas. Parce que actuellement l'État s'est tenu par des bourgeois, par des gens qui sont accrédités, reconnus socialement, etc. Et que ce sont des gens qui n'acceptent pas l'existence d'un travail payé par l'État. Donc c'est-à-dire concrètement... merde. Mon Dieu. J'ai bugué là. Il y a un mot qui a disparu de mon cerveau. Payé par l'État, c'est des emplois payés par l'État, des fonctionnaires, putain. Ah mon Dieu, le mot fonctionnaire est revenu, c'est bon, j'ai récupéré, je l'ai attrapé au vol, il est là. Voilà, donc les fonctionnaires, c'est un truc que les bourgeois supportent pas, hein. Les plus riches n'aiment pas les fonctionnaires. Les bourgeois ne considèrent pas les fonctionnaires comme des travailleurs, mais comme des fainéants, payés à rien foutre. Voilà. Ce qui était important sur ce point-là, sur le côté redistributif, c'est qu'il n'exclut pas de donner du redistributif. Contrairement à beaucoup qui disent « Ah non, on va pas donner de l'argent aux plus pauvres, il faut leur retrouver un travail !» Hein, je sais plus qui avait dit ça très récemment, mais bon voilà. Faut travailler, faut travailler, faut travailler. Les streamers aussi, on vous voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'exclut pas le fait de « Ok, on donne de l'argent aux gens. » Donc c'est la partie redistributive. Donc on a le capital a produit. Enfin c'est pas le capital, hein, c'est les travailleurs qui ont produit. Les travailleurs ont produit pour le capital qui s'est accaparé une partie des richesses mais qui est quand même redistribué une autre partie des richesses tout de même, mais pas beaucoup aux travailleurs. Et dans ces trucs-là, en plus ils ont payé des cotisations dans lesquelles on les a mis dans les caisses et ensuite, et avec les impôts on réculte aussi et ensuite on redistribue machin. Bon. Voilà, donc ça, on conserve le fait qu'il y ait des impôts, qu'il y ait des cotisations, et que quand les gens ont des droits, ils vont les réclamer, et même s'ils n'ont pas de travail, ils ont droit à avoir un peu d'argent pour se payer un logement, pour avoir droit de manger, etc. Bon. Mais, pour eux, il n'y a pas que ça. Et je suis d'accord avec eux, il n'y a pas que ça. Mais alors, eux, après, ils vont envisager le truc comme... donc il faut effectivement donner un emploi décent. Donc là on est sur le salaire et l'emploi, hein, toujours. Donc il faut quand même que on reste dans... il n'y a pas que la redistribution d'argent. Il faut aussi, en amont, donc ce qu'il disait ex ante, aider les gens à avoir un logement décent, une équité de service dès le début, dès le départ. Ça veut dire que vous ne travaillez pas... on trouve des solutions quand même pour que vous ayez droit à ce logement avant de travailler, avant voilà, une qualité de service, la justice, etc. Voilà, il faut lutter pour que vous ayez ces droits-là. Mais s'il y a encore inégalité après vous avoir fourni tous ces trucs-là, on peut toujours passer par des méthodes redistributives. Et les deux doivent aller ensemble, de pair. Alors moi, je suis pour... que c'est pareil, qu'on donne de l'argent. Donc là, on parle d'un salaire et un emploi. Donc c'est, je sais pas s'ils font s'ils décorrèlent les deux. Parce que là, ils parlent de salaire et d'emploi. Ils parlent pas de salaire dans l'emploi. Donc peut-être qu'ils disent, ils font un salaire et puis trouver un emploi. Qui pourrait être un emploi avec un salaire supplémentaire, j'en sais rien. Par exemple, on a un salaire de base et puis l'employeur va payer encore plus d'argent à l'employé qui travaille, voilà. Et donc du coup, il a un salaire et un autre salaire avec son emploi. Hop, on cumule les deux, ça fait un super salaire. Waouh, super salaire. Des conditions de vie décentes, donc l'accès aux soins, à l'éducation, donc ça, voilà. Ça, on le fait déjà, hein, l'ex ante, c'est-à-dire que quand vous êtes jeune, même si on considère que les parents aussi ont travaillé, ils ont payé les cotisations des impôts, donc il y a le côté, il y a l'école pour les enfants, parce que les parents aussi, ils ont travaillé en amont.
Mais dans l'idée, si on prend l'individu tout seul, le petit enfant va à l'école, il a le droit à ce truc sans avoir à justifier qu'il travaille. C'est un enfant, il n'y a pas besoin de travailler pour avoir accès à cette éducation. On pourrait très bien aller jusqu'à l'offrir aux adultes en fait. Pourquoi les adultes devraient payer pour avoir accès à des études supérieures, machin. Alors il existe la fac, machin, moi j'ai pas eu accès parce que c'était trop loin pour moi. Aujourd'hui c'est encore pire parce qu'il faut une justification d'avoir un salaire pour avoir droit à un appartement. Donc un appartement et un salaire et un emploi, c'est ensemble au même endroit, mais si tu dois déménager, tu déménages, donc tu perds ton emploi, donc tu perds ton salaire. Donc tu dois aller dans un appartement sans avoir aucune justification pour l'avoir. Donc les chances d'obtenir cet appartement est compliquée. Si vous êtes pauvre, vous n'avez pas déjà de l'argent pour justifier de payer cet appartement pendant le temps de vos études, voilà, il va falloir trouver un emploi pour garder une situation financière stable. Donc il faut trouver un emploi plus les études. Et tout ça, au cumul, c'est compliqué. Ça rend la tâche difficile, ça rend l'éducation très, très inaccessible à une partie de la population, notamment les plus précaires. Alors vous allez me dire, oui, il existe des bourses, oui, il existe des aides, oui, il y a des logements qui sont moins chers pour les étudiants, etc. etc. Et tout ça, c'est un truc qui peut aider certaines personnes plus facilement, etc. Mais tu rends les choses compliquées. Et les loyers, c'est, voilà, faut justifier de tel truc, de tel machin, d'avoir un garant, hein, et puis surtout dans la jeunesse, hein, plus t'es jeune et plus on te demande des garanties, alors que c'est le moment de ta vie où t'as rien en fait. À part tes parents, tu n'as rien avec tes parents. Et beaucoup de ressources sur lesquelles on peut prétendre, genre la bourse, les aides pour avoir, je sais pas, pour déménager, pour avoir un logement, j'en sais rien, je sais pas tout ce qui existe, mais ce genre de truc-là, pour les plus jeunes, la plupart du temps, et même maintenant, des fois, ça va même plus que jeune, hein, on vous demande une justification des revenus de vos parents. Donc vous voulez devenir indépendant et vous installer, faire des études, trouver un travail, etc. Et on vous met des bâtons dans les roues parce que vous avez des parents. C'est incroyable. Mais il faut justifier que vos parents gagnent pas trop, machin et tout, je sais pas quoi. Les micro-entrepreneurs, c'est pas beaucoup apprécié par les agences de logement. Il y a très peu. Tu prends tous les vidéastes, je pense que tous les vidéastes sur internet ou les streamers, etc., qui ont un revenu modeste, moyen, donc qui sont déjà installés, justifier d'un salaire avec sa micro-entreprise, quand tu dis que tu es micro-entrepreneur, ils te regardent un peu avec consternation, hein, les agences. Hein. Ils te disent, oula, c'est un mec qui a pas des revenus stables, ça. Non, on va pas prendre une personne comme ça. Hein. Même. Pareil, hein, l'accès à l'HLM, par exemple, pour revenir à ça, donc le droit au logement, l'accès au logement par l'HLM, qui est une aide de l'État, en fait, pour avoir des logements à moindre coût. Il faut 2 ans, il faut faire un dossier, et il faut 2 ans d'attente pour avoir un logement. Et des fois, ça aboutit pas. Vous n'êtes pas prioritaire, madame est plus prioritaire que vous, monsieur est plus prioritaire que vous, etc. Donc vous attendez encore plus que 2 ans. L'accès au logement, c'est une catastrophe en France. C'est une catastrophe. Voilà. Donc après, il reste le logement, il reste les logements insalubres que tu acceptes parce qu'ils sont moins chers et parce que il te reste que ça, parce que personne d'autre veut de toi, etc., etc. On arrive à des situations parfois. Moi, je suis pas le plus à plaindre. Hein. J'ai un logement qui à la base n'était pas insalubre. Hein. À la base. Voilà. Bon, voilà. Hein. La nucléarisation du travail et d'un retour de la rémunération à la tâche. Donc là, on en a parlé un peu de la rémunération à la tâche. Donc ça veut dire des emplois fragmentés, très mal payés à la tâche, etc., qui fait qu'au lieu de travailler 35 heures, vu que vous êtes payé à la tâche, vous allez travailler 96 heures. Ce genre de conneries. Hein. Pour avoir un salaire équivalent à un salarié embauché en contrat. Ubérisation des économies. Et après, il parlait de la ségrégation spatiale de l'habitat. Alors là, ségrégation spatiale de l'habitat, on parle de la spéculation foncière qui fait évidemment monter les prix
des loyers, des logements, etc. Que les gens sont prêts à garder leur logement. Ils achètent un logement. Ils ont les moyens de s'acheter plein de logements. Ils ont plein de logements. Ils ont plein de logements, mais ils veulent pas loger des gens dedans parce que ça n'est pas assez cher pour eux. Donc ils vont les garder comme ça. Ils vont attendre que les prix augmentent pour les louer. Vous vous retrouvez avec une augmentation régulière des prix, machin, sur le marché, pour soit revendre le logement plus cher plus tard, parce qu'ils savent que plus tard il vaudra plus cher, donc ils gagneront de l'argent, etc. Donc ils vont attendre 5 ans avec personne dedans, parce qu'on veut pas mettre des gens dedans, parce que, ah là là, les enfoirés, ils vont délabrer l'appartement, et voilà. Donc pour payer ils achètent le logement pour dépenser le moins possible, pour le revendre plus tard, pour gagner de l'argent sur juste la spéculation, donc l'inflation, voilà, les prix augmentent, donc du coup le logement vaut plus cher, etc. au mètre carré, etc. Ce qui fait qu'il y a des logements vacants qui pourraient être remplis par des gens qui ont besoin d'un logement, mais voilà, comme la propriété individuelle, voilà, c'est mon logement, j'en fais ce que je veux, et donc on se retrouve dans des situations où il y a des logements vides, alors que le but d'un logement, normalement, c'est d'avoir des gens dedans. Et bon, c'est comme ça. Et il y a aussi ce qui parle aussi dans la ségrégation spatiale, il n'y a pas que la spéculation avec des logements vides, il y a aussi le fait que des zones où les lotissements sont très chers, parce que c'est des quartiers bourgeois, parce qu'il y a accès à plein de trucs à côté, etc., font que les plus pauvres vont dans des zones qui sont moins bien desservis, qui ont moins de mélange de population, etc. Et ça peut créer des conflits en interne dans ces trucs-là. Et en plus, on est loin du travail, ça veut dire que on est mis à la périphérie. Donc pour trouver un travail, il faut aller à l'intérieur. Et donc il peut y avoir 1 heure, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure, 2 heures de trajet par jour pour aller au travail, ce qui fait que ça augmente les temps de travail, entre guillemets, puisque pour moi, le fait d'aller jusqu'à son travail, ça devrait déjà être un temps de travail, parce que tu consacres de ton temps pour aller sur ton lieu de travail. D'accord ? Et que comme les logements près de ton travail sont trop chers, tu ne peux pas. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de rester dans ton logement qui est moins cher et qui est loin de ton lieu de travail, puisque ton lieu de travail est en plein cœur de Paris, par exemple. Il y a aussi le fait, effectivement, de l'offre et de la demande, comme tu dis, Alphabeta. Il y a effectivement le fait que, par exemple, il y a 200 000 logements, et puis vous avez 200 000 personnes qui attendent un logement. Bon. Ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à ce logement. Je vais même prendre l'exemple où il y a 240 000 logements et 200 000 personnes. Donc là, il y a tout le monde, il y a même trop de logements. Ce qui veut dire que il y a une concurrence, et donc du coup, les prix vont partir vers le bas, parce que les gens peuvent choisir en fait entre leurs logements. Donc ça veut dire que si lui il est trop cher, ou si lui il est pas assez bien, etc., il va pas payer. Donc le mec va devoir baisser son prix pour être sûr que son offre soit plus intéressante. C'est le truc théorique basique en économie. Si vous avez 200 000 logements, là personne peut se plaindre trop. Tu peux toujours dire ce logement me plaît plus que lui, et puis si je suis dans les premiers, bon bah ce logement là je vais peut-être pouvoir l'avoir, et puis le suivant il va avoir un autre appartement, il aura peut-être moins de choix, donc lui il pourra peut-être payer plus cher à contre-cœur, alors que peut-être le premier, lui qui est arrivé sur le choix des logements, lui il va peut-être pouvoir, dans les faits sur ces 200 000 logements il y a déjà des gens qui sont logés, des gens qui arrivent d'ailleurs, etc. Donc c'est plus compliqué que ça en plus, mais vous avez 200 000 pour 200 000, donc il n'y a pas moyen non plus d'augmenter les prix plus que ça. Vous avez 160 000 logements qui sont disponibles, et d'autres qui vont pas être utilisés parce que les mecs ont décidé de pas les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 personnes d'un côté qui doivent trouver un logement sur 160 000 disponibles. Alors là je suis parti sur l'idée qu'une personne égale un logement, c'est pas comme ça dans la vraie vie évidemment, c'est des familles, etc. Mais là on parle dans cette idée là déjà, ce qui est pas débile non plus, sinon on pourrait mettre 200 000 famille pour un logement par exemple. Bref, on va rester sur l'idée de base. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont devoir choisir un logement plutôt sous contrainte, parce qu'il y a 160 000 logements, et que s'ils se décident pas, le logement risque de leur passer sous le nez, puis ils en auront peut-être plus. Ça veut dire que les prix vont augmenter, parce que les gens peuvent pas être trop tatillons sur le prix, ils peuvent pas être trop tatillons sur ça, ils vont prendre machin. Vous avez 160 000 personnes qui vont finalement rentrer dans ces appartements à des prix peut-être plus chers, parce que ils sont les premiers sur
sur une demande, qu'il y a 40 000 personnes qui sont sans logement du coup. Donc forcément, les prix vont augmenter comme ça. Et donc du coup, au bout d'un moment, les années passent et tout, et t'as toujours les 40 000 qui attendent pour avoir un appartement, puis tout d'un coup, il y a un appartement qui se libère. Mais comme c'est le seul appartement qui est là, ou les quelques seuls appartements, les 40 000, ils sont pressés d'avoir un logement, donc ils vont mettre plus d'argent sur le terrain. Donc là, on est sur de la pure spéculation, dans le sens où c'est de la spéculation. C'est-à-dire qu'on a attendu, et les prix, ils ont augmenté tout seuls. Pas pour des raisons matérielles. Personne n'a investi plus d'argent pour rendre le logement de meilleure qualité. Non, le logement, pendant par exemple 5-10 ans, est resté le même, sauf qu'il n'y avait personne dedans jusque-là. C'est tout. Peut-être qu'il a été un peu entretenu pour pas qu'il tombe non plus dans la... qu'on n'ait pas des toiles d'araignée partout, tu vois, mais ça ne demande pas non plus beaucoup. Un entretien d'un appartement vide, c'est un entretien d'un appartement vide. On y va de temps en temps, et puis on fait le ménage, et puis voilà. Et où on fait le ménage le moment où il y a un nouveau locataire ou un nouveau propriétaire. Et donc ce logement va valoir de facto beaucoup plus cher. Alors que s'il avait donné en même temps comme tout le monde, il vaudrait peut-être moins cher. Alors après c'est un choix, hein, c'est un choix des propriétaires. Est-ce que ça vaut plus le coup d'attendre 5 ans que le logement soit plus cher pour le louer ou le vendre? Ou est-ce que c'est plus intéressant de le louer dès maintenant et gagner de l'argent, machin. Là, il faut faire le calcul entre les deux. Est-ce que l'un est plus intéressant que l'autre? Je ne sais pas. Bon. Enfin bon, vous avez compris un peu le phénomène, on va dire. Pour revenir à l'article, hein, on parlait de la dégradation des services d'éducation. Hein. Donc, dégradation des services d'éducation dans certains pays pauvres, surtout. Chez nous, on va pas se mentir, la dégradation de l'éducation, elle se fait aussi. En tout cas, moi, je trouve. Vous pourrez me dire le contraire peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une dégradation des accès à services de santé, il y a une dégradation aux services d'éducation, il y a de moins en moins de professeurs, il y a de moins en moins d'infirmières, d'infirmières, il y a de moins en moins peut-être même de médecins qualifiés, j'en sais rien. Là, je m'avance pas, mais voilà. L'accès à ces soins-là et machin est devenu dégradé avec des politiques qui ont été choisies, comme la T2A, comme tout un tas de trucs comme ça, qui fait que maintenant, c'est compliqué. Et donc le dernier paragraphe, on parlait engouement des économistes du développement, de travail, inégalité, pauvreté, nanana. Donc on parle d'éviter des écueils sur lesquels on est tombé pendant toutes ces années-là. On dit que, bien sûr, les critères... Il y a le risque des critères subjectifs qui ne sont pas suffisants pour régler le problème. Il faut faire attention à ces critères de subjectivité qui peuvent être subjectifs, mais il ne faut pas non plus utiliser que des critères objectifs. Donc les statistiques d'un côté et les économistes qui vont sur place, les sociologues, etc. Il faut faire un mélange des deux et essayer de réfléchir à ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, pour régler les machins. Voilà, et après il y avait le fait que on reste sur des choix à niveau macroéconomique, donc c'est-à-dire décision politique d'en haut. Le politique décide des politiques à appliquer voilà, sur l'économie globale, et on attend des effets sur l'individu en faisant ces trucs-là. Donc ça peut être des contraintes, ça peut être des impôts en plus, ça peut être des redistributions, ça peut être etc. Mais ça n'est pas parce qu'on fait des décisions macroéconomiques, donc au niveau de l'économie du pays par exemple, avec des décisions de réglementation, etc., que ça peut régler sur le truc microéconomique, c'est-à-dire entre les entreprises entre elles, entre les particuliers avec une entreprise, mais à l'échelle de l'humain, à l'échelle, voilà, on regarde comment... Et c'est pas parce qu'on fait ça que ça règle forcément tous les problèmes de pauvreté directement au sein voilà, des personnes, etc. Le but, c'est de réduire le plus possible, etc. Mais il faut essayer de réfléchir un peu aux deux, je pense. Important de s'intéresser à la microéconomie, donc le fonctionnement des gens entre eux, comment ça fonctionne entre eux, les échanges d'argent, les entraides, etc., le paiement des entreprises, etc., auprès des entreprises, etc. Et après, le côté macroéconomique, les entreprises entre elles, avec l'État, les systèmes d'impôts, de taxes, etc., machin, l'impôt sur
sur les particuliers en général et pas sur une personne en particulier, etc. Il faut regarder un peu tous ces trucs. Donc voilà,